Des enquêteurs travaillent sur un cas complexe. Ils sont presque sûrs de connaître l'identité de l'auteur d'un crime. Mais pour l'arrêter, ils devront d'abord prendre au piège quelques témoins. Des experts recueillent quelques minuscules fragments sur la scène d'un crime pour capturer le meurtrier d'une jeune femme. Une femme est assassinée dans sa chambre d'hôtel. Le personnel et les clients sont tous suspects. Les enquêteurs espèrent que les mains du meurtrier le trahiront. Les insectes et parfois même les microbes peuvent faire de précieuses révélations. En l'absence de preuves formelles, les experts tentent parfois de mettre les lois de la nature à leur service. Dans cette affaire, certains noms ont été changés. Le 4 août 1982, une jeune femme téléphona au bureau du shérif de Ventura County, en Californie, pour signaler la disparition de sa sœur. Elle était sans nouvelles de Marcy Davis, 24 ans, depuis presque 2 jours, et s'inquiétait. Quelques heures plus tard, les détectives du bureau du shérif apprirent qu'un véhicule avait été abandonné dans un fossé. La police vérifia la plaque d'immatriculation et découvrit que la voiture appartenait à Marcy Davis. Il n'y avait aucune trace d'elle. Peut-être était-elle partie à pied pour demander de l'aide et avait-elle fait une rencontre dangereuse. Ou alors quelqu'un avait abandonné la voiture de Marcy dans le fossé. Malheureusement, le moteur était froid. Il était donc impossible de déterminer depuis combien de temps la voiture se trouvait là. La police découvrit une paire de jeans. Comme l'endroit servait de dépotoir, il était difficile de déterminer si ce vêtement était relié à la disparition de la jeune femme. L'emplacement de la voiture était un indice important. Les agents décidèrent donc d'examiner les environs à la recherche de nouveaux indices. Ils étaient prêts à toute éventualité lorsqu'ils firent la macabre découverte. Le sergent Larry Robertson était assigné à cette enquête. La patrouille avait décidé de faire venir une équipe de secours pour chercher Marcy Davis. Ils ont découvert son corps. Elle avait été étranglée et laissée nue, enterrée sous des feuilles et des débris. Son chemisier avait été déchiré et noué autour de son cou. Elle semblait avoir été violée. Les experts photographièrent le plus d'indices possible, mais comme la nuit allait tomber, ils décidèrent d'interrompre leurs recherches et de revenir au lever du soleil. Un gardien surveillerait les lieux jusqu'au lendemain. Les détectives pouvaient commencer leur travail d'enquête d'ici là. La sœur de la victime déclara aux policiers que Marcy avait quitté la maison dans la soirée du 3 août pour aller chez des amis. Elle lui avait dit qu'elle comptait ensuite se rendre au JJ, son bar préféré. Les détectives se rendirent au JJ et interrogèrent la serveuse. Elle déclara que la victime était bienvenue vers 23 h la nuit de sa disparition. Elle se rappelait l'avoir vu prendre un verre et jouer au billard avec un autre habitué de l'endroit, Michael Nottingham. Ils étaient partis avec les derniers clients à la fermeture du bar à 2 h du matin.
Les détectives se rendirent donc chez Nottingham pour l'interroger. Nottingham était bien chez lui. Il accepta de se rendre au poste pour un interrogatoire. On lui montra des photographies de Marcy fournies par sa sœur. Il reconnaissait le visage, mais déclara la connaître sous le nom de Teresa. Elle l'avait raccompagnée, était entrée chez lui environ 10 minutes, puis était repartie. Il déclara qu'il ne l'avait plus revue ensuite. Après son départ, vers 3 heures du matin, il s'était rendu à pied chez sa petite amie. Mais n'osant pas la réveiller, il avait dormi à la Belle Étoile. À 9h30, après le départ de sa mère, il avait sonné chez elle. Les détectives interrogèrent ensuite la sœur de Nottingham pour vérifier son alibi. La jeune femme reconnut le visage sur la photo. Michael était bien rentré avec elle cette nuit-là. Il n'était resté à la maison que quelques minutes. Il lui avait présenté sa compagne sous le nom de Kelly. D'autres aspects des événements différaient de la version de son frère. Elle se rappelait que Michael et Kelly étaient montés dans la voiture de la jeune femme et étaient repartis ensemble. Ce n'était pas ce que Michael avait déclaré à la police. Ces déclarations contradictoires et le trou de 6 heures dans l'alibi de Michael Nottingham en faisaient un suspect potentiel. Il faudrait cependant trouver de nouveaux indices. Même si on trouvait des preuves de la présence de Nottingham dans la voiture de la victime, on ne ferait que corroborer un fait qu'il avait déjà admis. Les experts devraient donc tenter de trouver des indices qui indiquaient que Nottingham s'était bien trouvé sur la scène du crime. Dès l'aube, les détectives se rendirent à nouveau sur les lieux du crime. Chacune des pierres fut retournée pendant la recherche. Les experts découvrirent bientôt un indice intéressant. Un mégot de cigarette avait été jeté près de la voiture de la victime. La cigarette était de la même marque que celle que Nottingham fumait. En termes de preuves, c'était mince. Mais cet indice et les déclarations contradictoires permettraient au moins à la police de procéder à son arrestation. Il ne resterait plus qu'à découvrir s'il était coupable. Nottingham fut mis en détention provisoire. Comme l'exigeait la procédure dans les cas d'agression sexuelle, il fut photographié nu. Si on découvrait des égratignures ou des blessures sur son corps, on pourrait peut-être démontrer qu'il s'était battu avec sa victime. Les experts s'apprêtaient à faire une découverte d'une toute autre nature. Le suspect avait une centaine de piqûres d'insectes sur les chevilles et autour de la taille. Nottingham expliqua qu'il s'agissait de piqûres de puces. Les experts ignoraient s'il s'agissait d'indices importants, mais ils décidèrent tout de même de procéder à quelques analyses. La même nuit, le sergent Robertson fut réveillé par une démangeaison aiguë aux chevilles et à la taille. Il reconnut tout de suite cette démangeaison. J'ai dit à ma femme que cela ressemblait à la démangeaison de piqûres de chic. J'avais déjà été piqué pendant mon entraînement militaire au Kentucky, à peu près à l'époque de la guerre du Vietnam. Le docteur confirma son diagnostic. Il fallait espérer que ces petits insectes aideraient les détectives dans leur enquête. Ils firent appel à un expert en la matière.
L'entomologiste James Webb est un spécialiste en parasites. Ce dernier leur apprit que les chics sont les larves d'une certaine sorte de mite. Ces insectes ont un appétit féroce. Les chics insèrent leurs pièces buccales dans la peau de l'hôte, à l'aide de cette lame spéciale située de chaque côté. Puis, elles injectent de la salive dans la blessure. Cette salive a la propriété de dissoudre la protéine de la peau. À l'aide d'une puissante pompe pharyngienne, la chique attire le liquide dans ses intestins. La salive suscite une réaction immunitaire qui se manifeste par une enflure rouge autour de la piqûre et qui apparaît dans les 24 à 48 heures qui suivent. Les experts qui avaient fouillé la scène du meurtre de Marcy Davis avaient tous été piqués par des chics. On reconnaît ces piqûres par leur quantité. Et en général, les chics piquent là où les vêtements sont plus serrés. La chique se déplace sur le corps et s'arrête sur le bord d'une chaussette, d'un slip, ou encore près de la ceinture. L'enquête avait démarré lentement, mais ces piqûres allaient peut-être jouer un rôle déterminant. On photographia à nouveau les piqûres sur le corps de Michael Nottingham, cette fois grandeur nature. Le meurtrier avait peut-être des dizaines de témoins après tout. Les enquêteurs espéraient qu'en mettant la main sur quelques spécimens de chic, ils pourraient faire inculper le meurtrier de Marcy Davis. Le suspect Michael Nottingham avait juré ne jamais être allé à l'endroit où le corps de la victime avait été découvert. Mais les piqûres de chic racontaient une toute autre histoire. Je n'avais jamais été piqué par des chics depuis que je vivais à Ventura, même lorsque je participais à des opérations de sauvetage ou quand j'allais à la chasse ou à la pêche. Je n'en avais jamais vu ni entendu dire qu'il y en avait dans la région. En fait, les chics sont très rares dans cette partie de la Californie. Si les experts parvenaient à démontrer qu'il n'y avait des chics que sur la scène du crime, la preuve de la présence de Nottingham serait indéniable. La tâche fut confiée à James Webb. Nous voulions tout d'abord voir s'il y avait des chics à cet endroit, afin de corroborer notre hypothèse. Nous savions que la seule manière de vérifier s'il y en avait serait de capturer des lézards. La chique est un parasite du lézard. Les experts capturèrent quelques lézards afin de les examiner de plus près. Lorsqu'ils découvraient des lézards infestés, Webb et son équipe sortaient leur piège à chic. Un piège à chic n'est rien de plus qu'une plaque de plastique noire placée au soleil. Pour eux, la plaque chauffée par le soleil, c'est comme un corps chaud, comme un animal. Donc s'il y a des chics à proximité, elles se dirigeront vers la plaque et essaieront de s'y accrocher. L'équipe de Webb plaça des pièges près de la maison de la petite amie de Nottingham, là où il avait déclaré avoir dormi la nuit du meurtre. Ils placèrent une autre vingtaine de pièges à environ 6 mètres de la scène du crime et d'autres pièges encore à l'endroit exact où le corps de la victime avait été découvert. On vérifiait ensuite les pièges toutes les 30 minutes pendant 3 jours. Les résultats étaient concluants. Près de la scène du crime où le corps a été découvert, nous en avons capturé des dizaines, des vingtaines et même plus. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait même qui s'accrochaient à nos chaussures et cherchaient à grimper sur nous pendant que nous les examinions. Quant au piège situé à 6 mètres de la scène, il ne contenait presque pas de chic. Et il n'y en avait aucune près de la maison de la petite amie de Nottingham.
Il s'était donc trouvé sur la scène du crime. La police reconstitua le crime. De gré ou de force, la victime avait conduit son véhicule jusqu'à la forêt. Une fois sur les lieux, Michael Nottingham et Marcy Davis avaient commencé à se disputer jusqu'à ce qu'il en vienne au cou et la tue en l'étranglant avec son chemisier. Michael Nottingham fut jugé coupable de viol et de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. On le retrouva pendu dans sa cellule après 15 années d'emprisonnement. Le danger peut rôder en périphérie d'une grande ville, mais il peut aussi frapper chez soi, dans le confort de son propre foyer. Seattle, État de Washington, aux États-Unis. Cette contrée autrefois sauvage est aujourd'hui une ville moderne de 500 000 habitants. Certains viennent ici pour profiter des perspectives d'emploi d'une ville en plein essor. Malheureusement, d'autres personnes ne s'y trouvent que pour profiter des autres. Molly McClure, 28 ans, avait passé toute son enfance à Seattle, mais était partie vivre ailleurs quelques années. En octobre 1985, elle avait décidé de se rapprocher de sa famille. Elle loua un modeste appartement et dénicha un emploi qu'elle adorait comme consultante en restauration pour un hôtel. En janvier 1986, elle téléphona à la police pour signaler une entrée par effraction dans son appartement. Son voisin du haut, Sherwood Knight, lui confia qu'il avait vu quelqu'un en train de forcer sa fenêtre pendant son jogging matinal. Il avait alors effrayé l'intrus. Les policiers constatèrent qu'il y avait bien des traces d'effraction sur le rebord de la fenêtre. Ils firent un compte-rendu détaillé de l'événement. Le lendemain, le 17 janvier, la police reçut un nouvel appel concernant Molly McClure. Des policiers furent dépêchés à son appartement. C'est son patron qui les avait appelés lorsqu'il avait constaté qu'elle n'était pas entrée au travail et qu'elle ne répondait pas au téléphone. Les agents se heurtèrent à une porte verrouillée, mais remarquèrent que la fenêtre semblait à nouveau avoir été forcée. Craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave, ils se glissèrent chez elle par la fenêtre. À première vue, rien ne semblait avoir été déplacé. Mais dans la chambre à coucher, ils découvrirent le corps de Molly McClure, assassinée dans son lit. L'équipe des homicides fut dépêchée sur les lieux. C'est le détective Hank Gruber qui était assigné à cette enquête. Son visage était contre le lit et elle était partiellement recouverte, mais on pouvait voir l'arrière de sa tête et les blessures qui lui avaient été infligées. On l'avait bâillonnée avec un slip qui était maintenu par une chaussette. Des traces d'hémorragie dans ses yeux indiquaient qu'elle avait été étranglée. Le médecin légiste détermina qu'elle était morte depuis 4 ou 5 heures. La police fouilla à fond l'appartement à la recherche du moindre indice ou d'une empreinte digitale. Pendant ce temps, les fibres et cheveux qui se trouvaient sur la victime furent recueillis par le médecin légiste. La fouille fut momentanément interrompue par l'arrivée du voisin du haut, Sherwood Knight, qui venait rendre un livre de cuisine.
Il fut abasourdi d'apprendre le décès de Molly. Après lui avoir demandé de quitter les lieux, les détectives se remirent à la tâche. Les indices seraient ensuite envoyés au laboratoire judiciaire de Washington pour y être analysés. Les détectives espéraient que la clé de cet homicide se trouvait dans un de ces petits sacs. La personne qui avait tenté d'entrer par effraction chez Molly la veille était sans doute revenue terminer ce qu'elle avait commencé. Le tueur semblait s'être introduit par la fenêtre de la chambre d'amis. Il y avait une empreinte de pied sur le rebord de la fenêtre. Il était impératif de conserver cette pièce à conviction. Après avoir photographié le rebord, les policiers le démontèrent. Lorsqu'on a la chance de recueillir l'objet sur lequel se trouve l'empreinte, on a de bien meilleures chances de faire des comparaisons que si nous n'avons que des photos. Il est toujours préférable de disposer de l'objet lui-même. Nous avons donc pris le rebord de la fenêtre ainsi que d'autres indices dans l'appartement. L'empreinte serait conservée jusqu'à ce que les détectives puissent la comparer à la semelle d'une chaussure. Bien que l'appartement de la victime n'ait pas été saccagé, les policiers avaient remarqué que son coffret à bijoux était vide. Ils vérifièrent son compte bancaire. Sa carte de guichet automatique avait été utilisée aux environs de l'heure de sa mort. En plus de violer et de tuer sa victime, le meurtrier avait-il commis un vol? Lors de l'autopsie, le médecin légiste détermina que le groupe sanguin du violeur était de type O. Malheureusement, on ne pouvait pas procéder à des analyses plus poussées. On envoya les fibres recueillies sur les draps au laboratoire judiciaire de l'État, où elles furent examinées par la spécialiste Chesterine Swicklick. Madame Swicklick peut tirer quantité d'informations à partir de quelques fibres seulement, ou micro-indices. Nous transportons tous des fibres caractéristiques sur nous. Chacun de nous est couvert d'un ensemble de particules et de fibres qui ne pourront se retrouver sur aucune autre personne. Nous perdons nos cheveux. Au travail, si un de nos collègues a un chien et qu'il s'est assis sur notre fauteuil, nous prélèverons ses poils de chien et ils feront alors partie des particules que nous transportons. Chaque fois que nous sommes en contact avec quelqu'un, nous laissons des fibres derrière nous. Les experts en homicide doivent déterminer à qui appartiennent ces micro-indices. Madame Swicklick identifia une fibre provenant d'un vêtement, des fibres synthétiques de couleur bleue, un grain de tabac qui se trouvait sous l'ongle de la victime, des poils de chat et 18 fragments de cheveux humains de couleur foncée. Les cheveux présentaient les caractéristiques des cheveux d'un homme de race noire. Ils ne pouvaient pas provenir de Molly McClure, puisque cette dernière avait les cheveux blonds. Les experts retournèrent sur la scène du crime pour recueillir de nouveaux indices. Les particules analysées par Madame Swicklick ne semblaient pas provenir de la victime car elle ne fumait pas et souffrait d'allergie aux chats. Si le meurtrier avait bien laissé ces fibres, il était logique de présumer qu'on ne les retrouverait que près du corps de la victime. Ils recueillirent des échantillons de particules sur le sol de chacune des pièces et plus particulièrement dans les coins où les fibres ont tendance à s'amasser. Il n'y avait aucune trace de poils de chat, de tabac ou de cheveux noirs. Peu à peu, les experts commençaient à dresser un portrait du meurtrier. Il pouvait autant s'agir d'un étranger anonyme que d'une connaissance de la victime. Les détectives devaient d'abord éliminer les suspects proches. La police décida de vérifier les antécédents du voisin de la victime, Sherwood Knight. Le collègue de Gruber, le détective Rudy Sutlovich, découvrit que ce dernier avait un dossier criminel.
Il avait déjà commis plusieurs cambriolages, vols et délits mineurs. Il avait été libéré de prison environ 3 mois avant ce meurtre. Les détectives rendirent visite à Knight et à sa petite amie. Le couple vivait juste au-dessus de la victime. L'ami de Knight déclara qu'il s'était disputé la nuit du meurtre de Molly et que Sherwood avait passé la nuit sur le canapé du salon. Elle s'était réveillée vers 5h30 du matin. Sherwood était déjà parti faire son jogging quotidien. Il était rentré un peu plus tard, vêtu de son habituel pantalon de jogging, puis était parti à toute vitesse au North Seattle College, où il étudiait. Il était inscrit à cette université, mais personne ne se souvenait l'avoir vu car il ne se présentait jamais à ses cours. Il disait pourtant à sa petite amie y aller pendant la journée. Knight avait peut-être commis une faute plus grave que sécher ses cours. Le 21 janvier, soit 4 jours après le meurtre, les détectives perquisitionnèrent l'appartement de Knight. Ils avaient reçu l'autorisation de recueillir des micro-indices dans toutes les pièces de son appartement. Ils prélevèrent des échantillons de fibres des couvertures, des poils de chat, des vêtements que Knight portait la nuit du meurtre et de ceux qu'il portait au moment de la perquisition. Ce dernier était d'ailleurs vêtu du sweatshirt qu'il avait l'habitude de porter pendant son jogging. Quant à son pantalon de jogging, il avait été mis à tremper dans un seau. Les détectives recueillirent le pantalon ainsi que le seau et l'eau. La police fit à Knight la lecture de ses droits, puis le mit en détention provisoire. On préleva des échantillons de ses cheveux, de son sang et de sa salive. Les autorités disposaient de 48 heures pour déterminer si les fibres prélevées chez lui étaient reliées à la scène du crime. L'empreinte de chaussures découverte sur le rebord de la fenêtre correspondait aux semelles des chaussures de course perquisitionnées chez le suspect. Mais cette marque de chaussures était plutôt courante. Des milliers de personnes en portaient à Seattle. L'analyse des fibres demanderait plus de temps. Les pantalons furent d'abord séchés avant d'être examinés. Les fibres devaient être analysées une à une. Quant aux cheveux, la tâche serait plus délicate puisque 2 cheveux prélevés sur la même personne peuvent être différents. Les analystes ne parvinrent pas à terminer leur travail dans un délai de 48 heures. Knight fut remis en liberté. Mais peu à peu, les fibres commencèrent à livrer leurs secrets. La forme caractéristique de certains poils indiquait qu'ils provenaient bien d'un chat. Leur longueur et couleur étaient identiques à ceux du chat de Knight. Chesterine Swicklick analysa ensuite les pantalons de Knight. Des fibres de coton rouge et des poils de chat s'enchevêtraient dans les parcelles de pluche accrochées au pantalon. La pluche concordait avec celle qu'on avait recueillie sur la victime. Madame Swicklick poursuivit son examen. Même si ces indices étaient très importants, il y avait toujours la possibilité qu'ils proviennent d'une autre paire de pantalons de coton rouge et d'un autre chat. Les chats et les tissus de coton rouge sont plutôt courants. Chesterine Swicklick parvint à relier d'autres fibres recueillies sur la scène du crime à celles prélevées dans l'appartement du suspect. Quant à ses cheveux, ils étaient également identiques. Ces indices étaient très incriminants, mais les détectives craignaient que le jury n'ait du mal à faire condamner quelqu'un sur la base de quelques fibres seulement. En l'absence d'une seule preuve irréfutable, peut-être qu'une batterie d'indices pourrait faire la différence. Les enquêteurs approchaient du but. On découvrit alors des traces de sang sur la bande élastique du sweatshirt de Knight. Les gouttelettes semblaient avoir échappé à l'attention du suspect. Des spécialistes en analyse sanguine comparèrent ce sang à celui de Knight et de la victime.
La technologie dans les années 80 n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, mais il parvint tout de même à déterminer que le groupe sanguin était de type O et qu'il provenait d'une personne de race blanche, tout comme la victime. La présence de sang, en plus des cheveux et des fibres, démontrait l'implication du suspect. Toutes ces petites preuves indirectes et isolées n'auraient pas suffi à faire accuser un homme de meurtre ou de tout autre crime, mais l'accumulation de ces indices était si importante que nous ne pouvions arriver qu'à une seule conclusion, que Sherwood Knight s'était bien trouvé dans l'appartement de Molly ce matin-là et que c'était lui qui l'avait tué. Maintenant, les détectives pouvaient procéder à son arrestation. Mais d'abord, il faudrait qu'il retrouve sa trace. Lorsque la police de Seattle se présenta chez Sherwood Knight pour l'arrêter pour le meurtre de Molly McClure, ce dernier avait disparu. Mais un informateur leur apprit bientôt où il se trouvait. Le 23 avril, Sherwood Knight fut arrêté. La police reconstitua les dernières heures de la victime à partir des éléments de preuve et des dépositions des proches de Knight. La première entrée par effraction était une manœuvre qui lui avait permis de voir l'intérieur de l'appartement. La nuit suivante, il y était retourné, avait attaqué et tué la jeune femme, mais auparavant, il l'avait forcée à lui donner le code d'accès de sa carte de guichet automatique. Pour son crime, Sherwood Knight fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête de Molly McClure avait été résolue grâce à de minuscules fibres, une goutte de sang et quelques poils de chat. Dans un hôtel de l'Ohio, des détectives avaient encore moins de preuves pour démontrer la présence d'un suspect sur la scène du crime. Blue Ash, en Ohio, est une ville paisible en banlieue de Cincinnati. Les gens ici tiennent beaucoup à leur intimité. Le nom de la victime et ceux des membres de sa famille ont donc été changés. Le 3 septembre 1994, dans un hôtel de Blue Ash, Bert Stein et June Mays descendirent prendre leur petit déjeuner pendant que Rose Levy, la sœur de June, faisait sa toilette. Elle leur avait promis de les rejoindre dès qu'elle aurait terminé. Cette réunion tourna au drame lorsque le couple découvrit le corps de Rose, 68 ans, gisant sur le sol de la chambre. Il n'était sorti que 30 minutes. Rose était entre la vie et la mort. Elle semblait avoir été victime d'une crise cardiaque. Ils appelèrent l'ambulance. La police fut également dépêchée sur les lieux, comme le voulait la procédure. Rose Levy mourut à l'hôpital. Les médecins découvrirent qu'elle n'avait pas été victime d'une crise cardiaque, mais plutôt qu'elle avait été battue à mort. Des ecchymoses et d'autres marques de coups avaient commencé à apparaître sur son corps pendant le trajet à l'hôpital. Il y avait notamment la marque d'un talon de chaussure sur sa poitrine et une étrange blessure rectangulaire qui, de toute évidence, avait été causée par l'arme du crime. L'analyste ne pouvait pas déterminer de quel objet il s'agissait. Un examen plus approfondi permit au médecin légiste de constater que la victime avait eu quelques dents cassées et que plusieurs os de son visage avaient été fracturés. Elle avait subi le même traumatisme que si elle avait heurté un mur de briques à 65 km/h. Il ne pouvait s'agir que d'un homicide. La police ouvrit une enquête. Un périmètre de sécurité fut établi autour de la chambre
et on la fouilla méticuleusement. Trouver des indices ne serait pas facile. Les détectives Jim Schaefer et Larry Stokes étaient chargés de mener cette enquête. Lorsque les experts sont arrivés sur la scène, elle avait été contaminée à cause des ambulanciers. Le détective Jim Schaefer. En plus du sang, nous avons découvert une empreinte de pied dans la salle de bain et plusieurs autres éléments laissés par l'équipe de secours. Selon June Mays et Bert Stein, Rose était en train de s'habiller quand ils étaient descendus déjeuner. Elle avait dit au couple de ne pas l'attendre, qu'elle les rejoindrait dans une minute. Mais elle n'en avait pas eu le temps. Certains effets personnels avaient disparu. June Mays, qui avait laissé son sac à main dans la chambre pendant le petit déjeuner, constata qu'il lui manquait 500 $. À l'hôpital, le couple remarqua que Rose ne portait pas sa bague ni son pendentif, qu'elle n'enlevait pourtant jamais. Les experts ne retrouvèrent pas ses bijoux lors de la fouille de la chambre. Une des dents de la victime avait été retrouvée sur la moquette. Malheureusement, il ne semblait pas y avoir d'indice sur l'identité du meurtrier. Stokes et Schaefer connaissaient la marche à suivre. Les clients et les employés de l'hôtel étaient tous des suspects potentiels. Il faudrait les interroger un à un. Nous avions 100 employés et 300 clients. Nous avons dressé un tableau sur lequel nous notions les alibis et les allées et venues de chacun d'entre eux. Après avoir passé en revue employés et clients, la police se retrouva avec une liste de suspects potentiels. Bert et June ne s'étaient absentés que 30 minutes. Comme la porte de la chambre se verrouillait automatiquement, cela signifiait que l'intrus détenait une clé pour y entrer ou qu'on lui avait ouvert. Les détectives concentrèrent leurs efforts sur les employés qui travaillaient au moment du meurtre et qui avaient accès à des passe-partout. Ils demandèrent à chacun d'entre eux de préciser où ils se trouvaient pendant les 30 minutes et de donner le nom de quelqu'un qui pouvait confirmer leur alibi. Pour les détectives, la brutalité du meurtrier laissait croire qu'il était peut-être malade ou dérangé. Ils étaient plus près de la vérité qu'ils ne le croyaient. L'enquête des détectives Schaefer et Stokes sur la mort de Rose Levy progressait à mesure que la liste des suspects diminuait. Un des employés de l'hôtel mentionna le nom de Elwood Jones. Il avait été absent pendant quelques jours parce qu'il s'était blessé à la main. Jones avait demandé une compensation financière parce qu'il s'était coupé sur une rampe d'escalier de métal au travail. Les détectives le convoquèrent à un interrogatoire. C'était l'un des rares employés à ne pas avoir d'alibi vérifiable au moment du meurtre. Ils l'interrogèrent à propos de sa blessure. Les détectives se rendirent ensuite à l'hôpital de Bethesda Oak, munis d'un ordre de la cour qui leur donnait accès au dossier médical d'Elwood Jones. Ce dernier s'était présenté à l'urgence 3 jours après le meurtre avec une grave blessure à la main. La petite coupure au-dessus de la jointure de l'index de sa main gauche s'était cicatrisée, mais elle s'était infectée. La main de Jones était très enflée et lui faisait mal. Il avait de la fièvre. C'est le chirurgien John McDonough qui examina sa blessure. C'était un très mauvais coup qu'il avait eu à la main. La capsule articulaire avait été déchirée et une bactérie avait été inoculée directement dans l'articulation du doigt. Il fallait que la pression soit très forte pour qu'une telle blessure se produise. Lorsque McDonough demanda à Jones ce qui était arrivé,
ce dernier déclara qu'il s'était coupé sur une benne à ordures au travail. Cela semblait peu probable. De plus, cela contredisait les déclarations qu'il avait faites à ses collègues de travail plus tôt. Jones était gaucher. Selon McDonough, l'emplacement de la blessure juste au-dessus de la jointure de la main gauche pouvait indiquer qu'il s'était blessé en assénant un coup sur la bouche de quelqu'un. La blessure ressemblait tellement à une morsure que McDonough avait décidé de la photographier pour la montrer à ses élèves. Il ne fut donc pas du tout surpris d'apprendre par les policiers qu'Elwood Jones avait peut-être menti. Les gens qui se font mordre essaient de cacher leurs blessures ou tentent de l'expliquer en disant qu'ils se sont blessés sur un mur ou contre une benne à ordures. La blessure devait être opérée rapidement. McDonough l'ouvrit et la draina. Il fit une culture de la bactérie afin de prescrire l'antibiotique approprié. La bouche d'un être humain, même propre, peut contenir jusqu'à 42 sortes de bactéries. Quelqu'un qui néglige son hygiène dentaire peut même en avoir plus. Il peut être aussi dangereux de se faire mordre par quelqu'un que de se couper sur un objet trouvé au fond d'un égout. Au laboratoire de microbiologie, on mit dans un incubateur la bactérie prélevée dans la plaie de Jones pour en faire une culture et l'identifier. La culture de certaines bactéries se fait en seulement quelques heures, alors que d'autres peuvent prendre plus d'une semaine. Larry Gray, le directeur du laboratoire. Le technicien qui s'occupe des cultures examine les lamelles. Il étudie les organismes, les colonies, leur texture, leur couleur et leur taille. On applique ensuite une teinture à la culture obtenue afin de faire ressortir certaines caractéristiques qui pourront alors être observées au microscope. Une fois la bactérie identifiée, on peut prescrire l'antibiotique approprié. Jones fut hospitalisé pendant le traitement de son infection. Après 5 jours, on lui donna congé. L'infection de la main de Jones était due à une bactérie du nom de Eikenella corrodens. Cette bactérie plutôt rare se développe juste sous les gencives, dans la plaque dentaire. Pour McDonough, la présence d'Eikenella dans l'articulation de la main d'un homme était suspecte. Lorsqu'on frappe une dent et qu'elle est brisée, le rebord tranchant va inoculer la bactérie. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'Eikenella corrodens, et la bactérie était ancrée très profondément dans le tissu. La chirurgie de la main est ma spécialité depuis 25 ans. Je n'ai diagnostiqué des infections au Eikenella que 3 fois, et à chaque fois, l'infection avait été causée par une morsure. La rareté d'une infection à l'Eikenella ajoutée aux blessures infligées à Rose Levy suffisait amplement aux enquêteurs pour obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Jones. Les chaussures du suspect furent confisquées pour être comparées aux blessures et ecchymoses de la victime. La voiture de Jones fut remorquée à la fourrière de la police et fouillée. Avec quelques traces de fibres de sang, on pourrait peut-être déterminer qu'il se trouvait sur la scène du crime. Mais l'indice le plus évident se voyait à l'œil nu. Le suspect possédait un passe-partout et dans le coffre arrière de sa voiture se trouvait une boîte à outils dans laquelle il avait caché le pendentif de la victime. Jones fut arrêté pour le meurtre de Rose Levy. Juste avant son procès, des techniciens avaient numérisé les blessures de la victime afin d'identifier l'arme du crime. Les marques correspondaient à celles d'un talkie-walkie que Jones utilisait au travail. Ces chaussures correspondaient également aux marques et ecchymoses découvertes sur le corps. La poursuite reconstitua les événements qui s'étaient produits dans la chambre d'hôtel. Jones avait aperçu Bert Stein et June Mays quitter la chambre et présumé que personne d'autre ne s'y trouvait. La voie était donc libre pour commettre un vol. La chambre n'accommodait pas plus de 2 personnes d'habitude. Il n'y avait aucune raison de croire que ce serait différent cette fois-ci.
Jones avait utilisé son passe-partout pour entrer. Et il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un. Ironie du sort, l'accusation était venue de la bouche de la victime elle-même. Le 11 décembre 1996, Elwood Jones fut jugé coupable de cambriolage, d'assaut et de meurtre. À cause de l'extrême violence de son meurtre, il fut condamné à la peine de mort. Le crime parfait n'a pas de témoin. Le tueur parfait ne devrait laisser aucune trace de sa présence. Mais commettre un homicide transgresse l'ordre naturel des choses, et il en reste toujours des indices. Les experts de la criminalistique ont appris à les décoder pour découvrir la vérité.